Deux invités. Laissez-le sur on, je pense que tout ira bien. Deux invités, Jean-François Piolet, qui est trésorier de l'association Berry. Alors je précise tout de suite que Berry, c'est pas BE2RY, c'est BERHY. C'est bien ça. Il y a un H parce que le I, c'est hydrogène. Il y a un peu de ça, je crois. Hein. C'est ça. Bon, donc Jean-François Piolet, vous êtes le trésorier de cette association. Vous étiez ingénieur aéronautique. Alors disons que oui, j'ai créé PGA Électronique avec deux collègues il y a une trentaine d'années. Ouais. 3 personnes, mais le premier siège lié au monde en 95. Et puis la moitié des systèmes d'éclairage en first et en business. Et surtout également 20% du marché mondial de l'équipement des gros avions d'affaires et des avions présidentiels. Très bien. Donc tout ça à Châteauroux, hein, cette entreprise. Et tout ça à Châteauroux. Voilà. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait que aujourd'hui la région Centre s'est projetée ici, puisqu'on a vu qu'il se passe beaucoup de choses à Châteauroux. On a parlé du transport autonome tout à l'heure. C'est ici même que se passe un certain nombre d'initiatives et d'innovations. Et puis Guy Riolet, merci d'être avec nous. Vous êtes président de cette association Berry. De Berry, oui. Vous êtes vous-même ancien ingénieur EDF. Oui. Vous avez travaillé dans le monde du nucléaire, je crois. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, alors l'association... Et dans les... ce qui est important aussi, parce que le nucléaire, c'est l'énergie, et dans les systèmes d'information également. C'est-à-dire, j'étais responsable des systèmes d'information de l'Ouest à une époque, de l'exploitation. Ce qui n'est donc pas complètement étranger au fait qu'aujourd'hui, vous soyez à la présidence de cette association. Alors, on va dire quelques mots pour commencer de Berry. Donc, je le redis, BERHY. Quelle est la volonté initiale, quel est l'objectif initial de Berry? Donc, oui, ça marche là. Oui. Donc la volonté initiale, ça a été simple. C'est-à-dire quand on a vu arriver les énergies renouvelables, qui sont des énergies, comment je dirais, intermittentes, il y avait un souci, parce que vous produisez de l'électricité. L'électricité, vous avez besoin quand vous allumez votre lampe ou quand vous allumez votre radiateur ou votre chauffage au gaz. Enfin, Donc, une énergie intermittente qui fournit de l'électricité pendant en gros, dans notre coin, 22% du temps. Si on veut vraiment pas la rentabiliser, mais la rendre plus souple, il faut stocker. Oui. Et pour stocker, y a les batteries, c'est sûr. Mais il y a aussi un vecteur, enfin une autre énergie, c'est un vecteur énergétique qui s'appelle l'hydrogène et que l'on peut produire par électrolyse de l'eau, donc avec de l'électricité. Donc vous voyez, c'est après l'intérêt d'avoir... après, bien sûr, cet hydrogène et ce stockage peuvent rentrer dans un système électrique de production, de stockage et de consommation. Voilà donc pourquoi. Si je vous comprends, il est plus facile d'emporter de l'hydrogène pour faire avancer un véhicule que de stocker de l'électricité et de l'emporter à bord. Oui et non. Non, sinon on ne le ferait pas. Oui, disons qu'on a la possibilité effectivement l'intérêt d'avoir de l'hydrogène dans son véhicule, par exemple au niveau d'un véhicule, c'est effectivement de pouvoir recharger très rapidement par rapport à la batterie, parce que vous parlez de la batterie éventuellement, recharger rapidement son comment... faire le plein d'hydrogène, c'est plus facile. Le plein d'hydrogène, vous le faites en 5 minutes. Donc, par contre, sur le plan de la mobilité, l'hydrogène est actuellement plus adapté aux poids lourds qu'aux véhicules électriques. Mais dans quelques années, ça sera... Disons, c'est complémentaire les deux. Hein. Alors, aujourd'hui, Jean-François Piolet, l'association, son cœur de métier, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, son cœur de métier, c'est vraiment d'apporter
aux politiques et au grand public le message de l'intérêt de l'hydrogène. Donc on l'a dit, c'est une capacité à stocker l'énergie. Il y a très peu de moyens de stocker l'énergie. La batterie en est un, mais qui est très volatile et qui nécessite beaucoup de temps pour se remettre au plein. Alors que le retour au plein d'énergie avec l'hydrogène, il est de la même nature qu'avec les énergies fossiles. L'autre intérêt, bien entendu, c'est que le rejet, c'est simplement de la vapeur d'eau. Pas de gaz à effet de serre. Quand vous produisez de l'électricité, si elle n'est pas consommée à l'instant où elle est produite, elle est perdue. Si vous le gérez, notamment avec des méthodes numériques, dans ce cas-là, si vous ne la consommez pas, cette énergie, vous faites de l'hydrogène avec, qui va être votre réserve stockée. Vous allez donc pouvoir, que ce soit aussi avec pour le non renouvelable, avec avec de l'éolien comme avec donc du photovoltaïque, vous allez pouvoir devenir un fournisseur régulier d'énergie, puisque quand vous aurez une baisse soit de luminosité, soit de ventilation, vous pouvez continuer à livrer avec votre électrolyseur. Alors, c'est là que j'allais en venir. Merci de me passer le témoin. Je me demandais finalement où intervient le digital dans la production d'énergie ou dans la gestion d'énergie. Parce que pour fabriquer de l'électricité, vous l'avez dit, il y a l'éolien, il y a le solaire, on sait faire un certain nombre de choses. Mais le digital là-dedans, le digital, il va vous répondre, Guy, sur le fait que produire de l'énergie, c'est bien. L'envoyer là où il y en a besoin, c'est mieux. Voilà. Et donc, si, comme on l'a fait avec le compteur Linky, on historise chez chaque personne la consommation instantanée, quand on prévoit une dotation énergétique pour une zone, elle peut être insuffisante. Elle peut être beaucoup mieux gérée, si vous voulez, et réaiguillée dans les zones de besoin. Tout ça avec l'information instantanée de la consommation. Alors, donc Guy Riolet. Donc là, je crois qu'il faut repartir de partir de l'information. Comment on traite l'information? Parce que ça part de là, en définitive. L'information, de tout temps, il a fallu la collecter, il a fallu la traiter, il a fallu la stocker et il a fallu la transporter. De tout temps. Après, ça peut être l'écrit, ça peut être... Et après, il y a une révolution qui est arrivée. Quand on était capable de transformer cette information avec 0 et 1, enfin en binaire. Oui, d'accord. Une façon binaire. Et c'est là qu'on a créé les systèmes d'information numérisés, en effet. Et ça, c'est ça le numérique. Et ensuite, on s'est aperçu que ce numérique, en 30 ans... Pardon. En 30 ans, 30 ans, oui, enfin, en 90... il faut s'imaginer, vous voyez, en 90, j'étais dans le circuit. Sur le plan du stockage, on parlait, c'était un support d'1 milliard d'octets, ça arrivait juste là. Actuellement, dans votre micro, vous stockez en gros 80 ou 100 gigaoctets. C'est-à-dire, vous voyez, c'est 1 million de plus. Enfin, c'est extraordinaire. Ça devient considérable. Après, la deuxième révolution, donc c'était ce stockage, les capacités de calcul, et ensuite c'était le transport, ce que je vous ai expliqué, le transport. Et on a créé Internet. Internet, c'est le monde entier. Mais alors donc en fait, le digital sert à gérer ce transport. Voilà, tout à fait. Les allées et venues d'énergie, le trop produit, le trop consommé. Après, on a parlé, oui, on arrivait à cela, et puis après on a parlé des objets connectés. Donc les objets connectés, ce sont des objets qui... produisent de l'information. Dans un circuit, dans l'électricité, c'est une tension, c'est une intensité, c'est par exemple dans le réseau gaz, c'est une pression, c'est plein d'objets. Ces objets-là vous envoient des informations, ils les traitent avant, et après ils peuvent les stocker, mais ils les envoient dans un système d'information qui vous permet ensuite de calculer, de traiter, les traiter d'une manière, je dirais, technologique pour, par exemple, gérer le réseau électrique, d'une manière administrative pour envoyer des factures, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Tout se paye. Non, mais vous voyez, ça se paye. Bien sûr. Et puis, notre réseau, c'est ce que j'expliquais à notre entretien, c'est que notre réseau électrique et nos réseaux gaz ont évolué par rapport à la législation, parce que effectivement, la concurrence est arrivée.
Donc, on l'a créé, la concurrence, hein, parce qu'à EDF, on n'avait pas de concurrence au début. Et ensuite, on l'a créé parce qu'il y a des systèmes, enfin des capteurs, enfin des objets numériques beaucoup plus performants. Et après, on a ce réseau. Et ensuite, on a ces énergies renouvelables qui sont venues parce qu'effectivement, il fallait diminuer le CO2 dans l'atmosphère et les énergies renouvelables vont arriver. Mais vous comprenez bien que notre réseau, qu'il soit gaz ou électricité, il était pensé d'une manière très centralisée, avec des productions, de grosses productions, et avec un système descendant, c'est-à-dire qu'il y avait un producteur et à la fin un consommateur. Maintenant, avec toutes ces évolutions, le consommateur peut devenir producteur. Il faut intégrer, ce que disait Jean-François, les énergies renouvelables quand elles fonctionnent. Et si elles ne fonctionnent pas, il faut stocker. Oui. Mais il faut le faire d'une manière automatique. La législation a beaucoup aidé au va-et-vient de ces énergies. Donc c'est pour ça que il faut créer un système numérique, je dirais, élaboré pour pouvoir gérer ce réseau d'une manière différente. Vous voyez, il va y avoir toujours dans ce réseau électrique ou dans le réseau gaz une production centrale, des productions centralisées importantes. Faut vous imaginer, par exemple, si je prends un parc thermique, bon, je parle de thermique, mais nucléaire et thermique, c'est pareil pour moi. Hein, c'est exactement. C'est toujours de l'eau chaude. C'est toujours de l'eau chaude. Alors, un parc thermique, chez nous, il y a 25 parcs nucléaires thermiques qui vous produisent entre 3000 et 5000 mégawatts. Vous avez des éoliennes, c'est 2 mégawatts, voire 3 mégawatts terrestres. Bon, après, on aura un peu plus dans le... Donc, vous voyez la différence il faudra les traiter d'une manière différente, surtout qu'en plus, c'est l'énergie intermittente. Donc, il faudra les traiter d'une manière différente Et en plus, ces énergies sont produites localement. C'est-à-dire que localement, on pourrait éventuellement... Vous comprenez bien que si on le produit localement, ça serait idiot de renvoyer, par exemple, notre énergie produite localement sur les réseaux de transport avec les pertes en ligne et tout cela. Parce qu'il faut faut essayer d'être, comment je dirais, de perdre le moins possible d'énergie. Donc finalement, vous m'expliquez que le transport de l'énergie lui-même est forcément accompagné d'un transport de l'information qui circule dans les deux sens, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qui va où. Voilà, qu'est-ce qui va où est-ce qu'il y a des besoins. Alors les besoins, c'est pareil, les besoins, ils sont gérés aussi par des réseaux connectés. Vous avez par exemple un immeuble intelligent. Vous voyez là, un immeuble intelligent va produire de l'énergie et il va donc en consommer lui-même, parce que quand on parle de législation, effectivement, l'autoconsommation, c'était pas prévu avant. Maintenant, on peut autoconsommer et on peut vendre. Donc à la limite, il faut bien sûr un système qui vous permette, quand vous êtes connecté sur ce réseau, ces réseaux maintenant qu'on appelle les smart grids, ça on arrive sur les smart grids, les petits réseaux locaux qui sont connectés au réseau national. Et donc ces réseaux locaux, je perds un peu le fil de ma pensée, des smart grids. Donc il faut rentrer dans tout le système et il faudra les gérer dès le départ par un objet connecté qui va permettre de mesurer les entrées et les sorties. L'objet connecté, c'est pour l'électricité, c'est le Linky, et pour le gaz, c'est Gaspard. Ça s'appelle Gaspard. Enfin, vous voyez, c'était bien, il fallait le Gaspard, effectivement. Ouais, c'est très intelligent. Voilà. C'est au moins un coup d'un ingénieur, ça, messieurs. Oui, certainement. Ça. Mais alors, pardonnez-moi l'un et l'autre. Ça veut dire que la gestion est complètement centralisée, la gestion de ces données, de ces datas, puisque c'est de ça dont on parle, c'est centralisé quelque part, parce que les Linky, il y a autant de Linky qu'il y a de consommateurs, finalement. Bien sûr. Et puis les Linky vont gérer, les Linky peuvent gérer également, vous voyez, ça peut des objets connectés dans votre maison ou dans l'immeuble. C'est-à-dire ? Eh bien, vous avez une machine à laver, peut-être un objet connecté. Oui. Ça, je suis d'accord. D'accord. Oui. Donc, il peut avoir une intelligence. On peut d'ailleurs. Il a une forme d'intelligence, oui, bien sûr. Une forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en route à un moment où j'ai prévu de dormir, mais il peut obéir à une action qui est gérée par éventuellement plus loin, si bien sûr le propriétaire est d'accord. Bien sûr, il faut qu'il programme sur son Linky, par exemple. Donc, vous voyez que on peut éventuellement, avec ce système, lisser les consommations de notre réseau et donc
produire au moment où on en a besoin, enfin, où quand il y a de la grosse production, s'il y a des endroits que ce n'est pas nécessaire, on peut les effacer d'une manière automatique avec le système d'information. Ça existe quand même depuis déjà assez longtemps. Oui, mais pas aussi finement. Jean-François. En fait, il n'y avait pas l'indication avant de la lecture de la consommation locale. Elle se faisait avec le relevé de la personne qui passait la lire. C'était plus archaïque. C'était beaucoup plus archaïque, bien sûr. La vitesse de l'information a complètement changé. On peut automatiser. Le délai de connaissance de l'information est devenu très court. Et permet une action immédiate. Si vous apprenez un mois plus tard qu'on a beaucoup consommé à un moment en été pour se rafraîchir, ça sera bien de le savoir, mais ça vous servira peut-être pour l'année prochaine. Tandis que là, on peut réaiguiller les densités de production d'électricité en fonction des besoins, et puis soulager les zones qui seraient fortement dotées sans en avoir besoin, et qui seraient disponibles en fait pour alimenter. On peut faire une gestion des systèmes de production d'énergie beaucoup plus fine. Parce que, pardonnez-moi, mais vraiment une question de béotien. J'avoue que l'énergie, c'est pas du tout mon truc. Mais si on a plein de fils électriques qui partent de chacun chez nous, maintenant on peut avoir des petites éoliennes, on peut avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit, on peut produire soi-même de l'énergie. Bien sûr. Donc, je consomme pour moi, mais j'en ai en trop. Ça part dans le circuit. Tout à fait. Il peut être vendu à votre voisin. L'électricité d'ici ou l'électricité de mon voisin, il n'y a pas de couleur. Non, bien sûr. Ni couleur, ni odeur. Bien sûr. Donc, tout ça part au même endroit, finalement. Alors, bien sûr, ça part avec un sens qui est celui de la consommation ou de la production. Voilà. Ouais. Soit, vous savez, votre voiture électrique, soit vous lui fournissez de l'électricité et elle vous emmène, soit vous dites que vous freinez et en fait, elle vous en donne. Voyez. Donc, ces flux-là doivent être analysés et gérés en temps réel pour permettre leur aiguillage. Pour avoir l'équilibre production-consommation à un point donné. Avec ce système. Avec l'équilibre. Vous voyez, si par exemple, je comprends qu'il faille un équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que. Vraiment, j'y connais rien. Je n'ai pas besoin de le cacher. Il y a deux choses. Quand l'électricité arrive quelque part, il faut qu'elle parte quelque part. Sûr, de toute façon. Donc l'aiguillage, c'est pas comme sur un train. On décide que l'électricité va là ou qu'elle va là-bas. Et part dans un réseau. Et le réseau, si vous avez mieux, on a toujours un équilibre. Quand on avait, c'est le même système qu'avant, si vous avez mieux, parce qu'avant vous produisiez avec des grosses centrales, des gros systèmes. C'est ça. Et puis à un moment donné, il faut les réguler aussi parce qu'il faut adapter votre production à la consommation. Donc on avait une bon, alors là, j'en parle en tant qu'acteur, en définitive. Ouais. Donc, les systèmes de dispatching, comme on appelait, nous fournissaient, par exemple, pendant une centrale, des courbes de charge qu'on devait respecter. Vous voyez, on produisait tant, donc, et tout ce qu'on produisait, c'était lissé ensuite dans le réseau, si vous voulez mieux. Ça, c'est le propre de l'électricité. Ouais. Et la nuit, par exemple. C'était la méthode raisonnable, pas la méthode automatique. Raisonnable. Et on crée, bien sûr, pour lisser le mieux possible, on crée des systèmes de stockage aussi. Et nos systèmes de stockage à cette époque, c'était ce qu'on appelait les steps. Les steps, c'est les stations de pompage. Vous voyez, là, on stockait l'électricité avec de l'eau. C'est ça, avec les systèmes. C'est-à-dire qu'on créait un lac haut, un lac bas. Oui. Donc, on faisait descendre. La nuit, on remontait l'eau avec une pompe, vous voyez. Mais la nuit, l'électricité, notre consommation était beaucoup moins importante. Ça paraît très archaïque aujourd'hui, mais finalement, ça a fonctionné il n'y a pas si longtemps que ça encore. On n'est pas non plus un pays de grands barrages, donc on n'est pas au Canada. Et donc, en fait, eux pouvaient stocker sans hydrogène des quantités qu'on va qualifier de suffisantes. Avec l'arrivée de l'hydrogène, on se trouve avec un outil, un vecteur, qui va nous permettre de stocker de très grandes quantités et en tout cas, si on gère bien la consommation, de ne plus perdre d'énergie, puisque quand on la produirait et qu'elle ne serait pas consommée, bien sûr, on fait de l'hydrogène avec. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire de l'hydrogène. Ouais. Est-ce que vous êtes certain que l'on va consommer quand on veut l'hydrogène? C'est ça. Donc l'avantage, c'est que l'hydrogène, ça se stocke. Ça, c'est pas très compliqué. On peut l'embarquer. Maintenant, la sécurité fait que on sait faire. Vous allez faire des groupes électrogènes qui font plus de bruit. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes certain que vous faites de l'hydrogène à partir, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que c'était une énergie totalement décarbonée et qu'il n'y avait pas de gaz à effet de serre. Tout à fait. Mais êtes-vous sûr que, comme il faut de l'électricité pour produire l'énergie, que cette électricité est bien verte? L'électricité. Après, donc alors là, la verdure dépend beaucoup de la coloration idéologique. Voilà. Si vous, oui.
si on reste sur le domaine de la technique, en fait, le nucléaire est décarboné. Mais ça peut ne pas être supporté par. C'est un vaste débat, là. Là, on a un autre débat, si vous voulez mieux, sur le plan décarboné, kilowatt décarboné. Le plus décarboné, c'est le kilowatt nucléaire. C'est pas le kilowatt éolien, c'est pas le kilowatt solaire, c'est le kilowatt nucléaire. Donc, vous voyez, parce que sur les grosses quantités que l'on produit, c'est. Alors, derrière ça, on a le kilowatt. Après, c'est l'éolien. Et ensuite, c'est que le solaire. Ouais. Et le solaire, il est par exemple. Il est. Enfin, on est sur des petites quantités. Hein, on est sur du bas de. Mais on est à peu près 10 fois plus. Le kilowatt solaire est à peu près 10 fois plus carboné que le nucléaire. Ah oui. Ah oui. Mais c'est faible. Oui, non, de toute façon. C'est très faible. On est sur des chouïas. On parle beaucoup en France et en région en particulier de la réhabilitation des lignes de train, les lignes ferroviaires, qui pendant très longtemps, qu'on a essayé de réélectrifier pendant très longtemps, ce qui coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, on parle du train à hydrogène, tout à fait. avec cette énergie qui nécessite beaucoup moins d'infrastructures, évidemment, et une énergie embarquée qu'on peut recharger à l'autre bout. Voilà. Est-ce qu'on fait faire avec un moteur électrique autant de kilomètres? Bien sûr. Oui. À tel point qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous avez une locomotive diesel, elle fait fonctionner un moteur électrique. Vous voyez, on va jusque-là. Donc, le train n'est pas forcément le meilleur exemple pour l'hydrogène. Parce que les consommations nécessaires sont importantes pour emmener un train. Par contre, dans les régions où effectivement on a envie de décarboner, c'est-à-dire qui marchaient avec une locomotive diesel, c'est une très bonne solution. Aujourd'hui, les 2 lignes qui fonctionnent sur 100 km avec des locomotives Alstom sont en Allemagne. Exact. Voilà. Donc, la région se place. Hein. La région est placée quand même. Alors la région centre s'intéresse beaucoup à l'électrification des lignes de cette manière, c'est-à-dire sans recréer, comme vous le disiez, d'infrastructure. Oui, c'est ça. Enlever une machine diesel pour fonctionner avec un train purement électrique et avec de la pile à combustible, c'est très intéressant. C'est quand même très intéressant. Notamment au niveau de la pollution. Oui, tout à fait. Et en termes de coût, c'est beaucoup plus abordable. En termes de coût, quand vous aurez quand Jean-François Piollet a uniquement une Kangoo dans la région centre, il y a 6 ans, et qu'on nous demande si c'est rentable, je leur dis écoutez, les gens qui vendent du gasoil préféreront approvisionner les 100 000 voitures de l'Indre, bien sûr, qu'une voiture à hydrogène. Bien sûr. Il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui, c'est en train de se faire. Et à Châteauroux, justement, le projet Iber, qui a été un peu impulsé par l'association Berry, par le SDEI et surtout par la ville de Châteauroux, par la décision qui a été prise de mettre 6 bus. Et puis des entreprises qui ont accepté de créer des flottes, hein, mais qui ne fonctionneront, on est dans le système de l'œuf et de la poule, que quand il y aura une production locale d'hydrogène. Alors cette production locale, justement, on peut l'espérer. Elle se prépare. Elle dépend de quoi et on attend quoi? Alors, c'est de la technologie. Non, c'est les consommateurs. Il faut les consommateurs. Il faut aussi implanter, bien sûr, l'unité de production. Vous aviez 2 hydrogènes et l'hydrogène gris. Vous parliez de choses vertes. L'hydrogène gris, aujourd'hui, c'est faire de l'hydrogène pour en avoir avec le vaporeformage du méthane, CH4. On casse la molécule de méthane, on remet de l'oxygène et avec ce système, on fabrique 1 kg d'hydrogène et 11 kg de CO2. Donc vous voyez bien que aujourd'hui, 95% de l'hydrogène disponible est fabriqué comme ça. On en consomme en France, notamment pour le raffinage, 1 million de tonnes, 11 millions de tonnes de CO2. Donc il faut le faire. Si on a envie d'avoir de l'hydrogène, il faut le faire avec notamment l'électrolyse de l'eau. Il y a d'autres méthodes. Oui, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, mais celle-ci, la molécule d'eau peut être cassée. L'hydrogène n'existe quasiment pas à l'état pur. naturel. Ouais. Il faut casser quelque chose. Donc soit on casse du méthane, et c'est ce que je vous ai dit, vous obtiendrez de l'hydrogène, mais au prix de beaucoup de CO2. Et sinon, vous obtenez de l'hydrogène et de l'oxygène, et on aime les 2 gaz là. Hein. Oui. Voilà. Et puis on va avoir la chance à Châteauroux d'avoir un consommateur industriel de ce gaz. Donc c'est quelque chose qui va être essentiel.
En la personne de Donc, je laisserai les élus je pense que donner le, voilà. donner le nom. D'accord. Non, mais vous en avez trop dit ou pas? Non, mais la chance qu'on a, si vous voulez, c'est effectivement poser la question au maire de Châteauroux. Quand vous utilisez le gaz chez vous, le pouvoir calorifique du gaz naturel par rapport à celui de l'hydrogène balance très fortement en faveur de l'hydrogène. Il a un pouvoir calorifique beaucoup plus important. Donc, et on peut mixer le gaz de ville et l'hydrogène. Donc, alors, et on peut le stocker sur parce que vous allez me dire, c'est bien, vous allez produire de l'hydrogène, vous allez le mettre où? Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène gris est stocké dans des bouteilles en fonte de 60 kg et il y a 1 kg d'hydrogène dedans, transporté par des camions diesel. Vous entendez? oui, c'est de la folie, ça. Voilà. Donc, ça n'a pas de comprenez sens. l'intérêt. L'hydrogène est un vecteur que vous pouvez fabriquer à la station-service. C'est-à-dire, Ah oui, c'est facile. En plus, vous savez c'est sans doute que quand vous faites le plein, il y a d'abord un camion, un très gros camion qui vient, qui remplit les cuves. dont vous payez l'arrivée et le départ. Il repart à vite parce qu'on ne va pas mettre du lait dans le camion de gasoil quand il repart. C'est vrai. Voilà. Oui, il repart à vide, effectivement. Donc tout ça, ça fait partie du prix. Et ça, quelque part, ça ne sert à rien. D'où l'évolution des réseaux. D'où l'évolution des réseaux. Et là, demain, vous aurez peut-être des gazoducs à hydrogène. C'est la manière la moins chère de Il y aura des transporter. gazoducs à hydrogène. Une unité de production d'hydrogène, c'est gros comment? C'est gros comme ce camion ou c'est gros comme un immeuble? Ça dépend combien vous produisez d'hydrogène. Si on imagine d'en produire suffisamment pour avoir une station-service. Alors, donc une station-service, on va dire qu'on est à 400, 800 kilos ou 1 tonne jour. Vous voyez? Ça fait là, vous serez à 2 ou 3 fois la taille du camion. Là. D'accord. Et avec ça, on peut produire en permanence de l'hydrogène pour que les voitures puissent passer à la pompe. C'est ça, les camions aussi. Et les camions aussi. Et les bus. Et les bus. Alors, si on parle d'hydrogène et puis au niveau des réseaux, il faut également parler de ce qu'on appelle un terme encore un peu barbare, le power to gas. Parce qu'en définitive, on vous a parlé, en parlant d'énergie, on a parlé là beaucoup d'électricité, mais il faut parler également du gaz. Oui. Le gaz, actuellement, on a un réseau de transport. Le gaz naturel? Oui, le gaz naturel. On a un réseau de transport et un réseau de distribution. Donc le réseau de transport, il est simple. Hein. Il y a un gros tuyau qui part de Dunkerque à Fos-sur-Mer. Et là, il y a le gaz russe, mais bon, à Dunkerque, ça sera peut-être autre chose dans quelques temps. Et à Fos-sur-Mer, c'est le gaz algérien. Et puis après, c'est distribué dans toute la France. Mais actuellement, c'est pareil. On a des productions complètement décentralisées de gaz, avec notamment les méthaniseurs qui commencent à fleurir un peu partout. En France, en Allemagne, bon, je dis pas, il y en a beaucoup. Et ce gaz qui va être ce biogaz qui est fourni par un méthaniseur, il y a 40% de CO2 qui part et 60% de méthane. Le méthane, on l'injecte dans le réseau et les 40% de CO2 qui gênent pas tellement pour le climat, dans la mesure où c'est du CO2 recyclable. C'est pas du CO2 qu'on va chercher dans la terre. C'est ça, on le prend dans l'air. On le prend dans l'air. Et on a besoin de CO2 parce qu'il faut qu'on ait quand même du CO2, sinon vous n'avez plus d'arbres. La photosynthèse, c'est le CO2. Hein. Donc, vous le réinjectez avec l'hydrogène plus le CO2, ça vous fait du gaz de synthèse, du méthane de synthèse. Vous le réinjectez dans le réseau et vous avez... donc ça veut dire que demain, les réseaux gaz et d'électricité via l'hydrogène sont presque connectés. C'est ça, j'allais dire, ils sont connectés et ils vont permettre de soulager, avoir cette possibilité de gérer les quantités et les flux. Et de soulager. Et donc, bien sûr, quand on parle après du numérique, et vous comprenez bien que le numérique, là, faut bien qu'on ait un système élaboré pour gérer tous ces flux. Hein, donc, et surtout que, puisqu'on parle de consommation, enfin, vous êtes une ferme, par exemple, qui produit du gaz naturel, qui injecte dans le réseau, il peut l'autoconsommer, mais il peut le vendre aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut le fameux compteur, il va le gérer, mais imaginez-vous, on ne peut, si on est près on peut le gérer que si on est pas loin d'une conduite de transport haute pression. Oui, tout à fait. Donc, si vous êtes sur un réseau de distribution qui lui ne stocke pas,
vous êtes coincé parce que vous ne pouvez pas injecter plus de gaz qu'il n'en faut. Donc ça veut dire que là, il faut intégrer ce qu'on appelle le bidirectionnel, c'est-à-dire remonter de la basse pression vers la haute pression pour décharger le... Donc ça veut dire qu'on, c'est là encore que le numérique intervient dans la mesure où on peut démarrer éventuellement, s'il y a une surpression, à distance, une pompe pour dégager le... Voilà. Est-ce que ça veut dire que cette gestion des flux numériques, des flux d'informations, de ce qu'on appelle les data aujourd'hui, c'est une gestion centralisée en France pour l'ensemble des réseaux ou c'est pas encore le cas? On verra comment ça évolue, mais il y aura des gestions locales et des gestions, je pense, centralisées obligatoirement. Ouais. Parce qu'on va jouer obligatoirement sur le réseau national et sur le local. Et sur le local, bien sûr, c'est ce que je vous disais, on peut vendre aussi bien l'électricité que celui qui est votre producteur pourra vendre, je dirais, à son voisin. Mais c'est là que je vous disais, également, sur le plan administratif, il faudra bien qu'il facture le voisin. Oui. Donc ça veut dire qu'il faudra passer par une petite banque de données qui gérera ces factures en fonction des consommations. Et voilà. Quand on entend Guy Riolet, je voudrais avoir l'avis de Jean-François, de l'ingénieur, le trésorier aussi. On parle d'argent. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur pour l'avenir dans cette gestion des données? On est au point, ça va aussi vite que l'énergie ou pas? Alors, pour l'instant, je pense que ça pourrait même aller plus vite que l'énergie, la gestion des données. On est plutôt dans une... je ramène les draps à l'hydrogène, où nous, en fait, on est là pour en expliquer plutôt l'intérêt des usages et l'étendue également des usages. Ouais. Les outils de production et d'usage existent peu aujourd'hui. Hein. Donc j'ai voulu une voiture française, moi j'ai eu une Kangoo. Et j'ai voulu rouler à l'hydrogène et en fait, j'ai un prolongateur d'autonomie de 5 kW. Oui, je parle de manière très crue de tout ça, mais il faut au moins 20 kW pour faire rouler une voiture. Les grands chiffres, c'est avec 1 kg, on fait 100 km. Hein. Et donc, à partir de là, on va parler d'autonomie. Oui, c'est pas encore gagnant-gagnant. Dans vos collègues des Échos de cette semaine, on parle de Lombard, qui est l'homme qui a gagné les 24 heures du Mans avec une voiture électrique en 2011, avec la Green GT. Ce sont à l'époque des piles à combustible tout à fait françaises. Il y en a beaucoup. Et puis, il veut faire la Tesla qui aura 1000 km d'autonomie avec des piles à combustible. Voilà, ça et ce serait une reconquête française de l'industrie automobile qui serait fantastique et donc qui je l'espère, se prépare. Alors, souhaitons-le. Moi, la crainte que j'ai dans ce système, c'est le problème de la sécurité. Pour l'hydrogène, ça a toujours été la question. Non, là je ne parle pas d'hydrogène. Vous parlez des flux d'une façon générale. Moi je parle du système, les smart grids, le système informatique qui est autour. Pensez bien qu'il y a des hackers un peu partout. Hein. Donc, le piratage vous inquiète? Là, il faudra sécuriser énormément parce que vous comprenez bien que si vous avez un réseau performant, enfin un réseau informatique performant où vous gérez à peu près tous les flux des énergies et qu'un hacker vient derrière et qui vous dérègle tout, et vous pouvez mettre la France à plat. Oui, notez que déjà maintenant avec l'utilisation qu'on a du digital... Oui, non mais voilà, mais ça je crois qu'il faudra faire très 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 attention sur le côté sécurisé. Aujourd'hui, si on nous applique la même sécurité que pour les flux financiers, je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. C'est là qu'interviennent les blockchains, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, tout ce qui est sécurisé. Bon, c'est plutôt rassurant finalement. Vous y croyez? Oui. Alors, l'un et l'autre, forcément, membre de l'association Berry, évidemment que vous y croyez. Vous êtes plutôt optimiste sur la gestion de ces flux pour les années à venir. Voilà. Pas d'inquiétude. Surtout une belle transition, parce que passer d'un système de génération de CO2 dangereux à un système qui nous humidifie l'air de manière équilibrée, c'est quelque chose d'intéressant. Merci à tous les deux d'être venus nous parler en représentant de cette association Berry, une fois de plus, RHY. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi le B, le E, le R? Je ne me suis pas posé la question. Voilà. Pourquoi? B, c'est comme biomasse. Biomasse. E, c'est comme Éole, le vent. Ouais. R, c'est comme Ra, le dieu soleil égyptien. Ça tombe bien, ça fait Berry.
Oui, ça tombe bien, ça fait bien. Et le HY, c'est l'hydrogène. L'hydrogène. Ah bon, on est d'accord. Oui, parce que j'étais parti là-dessus au départ. Oui, c'est pour ça que j'ai rien dit pour hydrogène. Non, non, on est bien. D'accord. Eh bien, écoutez, Jean-François Piolet, Guy Riolet, merci infiniment d'être venu nous parler de ça. Longue vie à l'hydrogène et à toutes les énergies qui s'accompagnent et qui se mixent. Merci. Faites-le bien connaître et vous respirerez mieux. Au revoir. Exactement. Merci à tous les deux.